Je vais maintenant donner la parole à Noé Van de Voorde. Noé est agroécologue. Il réalise un master sur l'utilisation des pesticides dans la région du Luxembourg et il est chercheur au centre CITRA, un centre de recherche qui travaille sur les systèmes agricoles et alimentaires et sur la transition. Et il va nous exposer ici un indicateur sur lequel CITRA a travaillé pour essayer de faire évoluer l'utilisation des pesticides et courber un peu, aider à faire courber la pente vers la descente en termes d'utilisation des pesticides. Je te donne la parole, Noé. Merci. Oui, donc juste deux petites précisions par rapport à ça. Donc, je fais une thèse de doctorat au sein de CITRA, donc à l'UC Leuven, qui est financée par la province de Luxembourg, mais qui n'est pas nécessairement restreinte à la province de Luxembourg. Et dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais en fait vous présenter deux instruments financiers possibles. Profiter du micro pour en présenter un deuxième qui n'était pas nécessairement annoncé au départ, en commençant par donc, la charge en pesticides, qui est un indicateur qui a été mis en place au Danemark depuis 10 ans pour mettre en place une taxation sur les pesticides les plus toxiques, les plus persistants, pour essayer de réduire leur utilisation. Parce qu'on voit qu'on peut difficilement les interdire au niveau national, on peut essayer de réduire leur utilisation en augmentant les taxes sur ces produits. Donc il y a eu suffisamment de présentations ce matin pour ne pas devoir rappeler à quel point la problématique des pesticides est un réel enjeu environnemental et de santé publique en Wallonie. Donc je vais passer directement à la question des indicateurs. En Wallonie, le seul indicateur d'usage des pesticides qui est utilisé pour l'instant dans le plan wallon de réduction des pesticides évalue la quantité de substances actives brutes utilisées ici donc par tonne et par année sur les 17 cultures principales en Wallonie. Donc c'est les données qui ont été présentées ce matin par l'ASBL Corder. Il y a eu au début des années 2000 une forte diminution de l'utilisation des pesticides non professionnels. Mais par contre, on voit bien ici sur le graphe que depuis 20 ans, il n'y a pas eu d'évolution de l'utilisation des pesticides agricoles en Wallonie. Il y a eu en fait des améliorations sur certaines cultures, mais il y a d'autres cultures qui, au contraire, ont augmenté, par exemple, de superficie, notamment en pommes de terre, qui sont la culture qui utilise le plus de pesticides, qui vient contrebalancer les réductions qui ont été menées sur d'autres cultures. Ce graphe ici nous montre l'utilisation des substances actives brutes. Force est de constater aujourd'hui, en parlant des PFAS, que toutes les substances actives ne se valent pas. Et donc, il est intéressant de pouvoir aussi comparer ces substances actives en termes de toxicité et de risque, aussi bien pour l'environnement que pour la santé humaine. Ce qui, malheureusement, dans le cadre du plan wallon de réduction des pesticides, pour l'instant, n'est pas pris en compte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, indicateur d'usage, de danger et de risque? Dans le jargon scientifique, on parle d'indicateur d'usage quand on veut représenter simplement les quantités ou les doses qui sont utilisées ou vendues sur le territoire. Quand on parle d'un indicateur de danger, c'est qu'on va prendre en compte la toxicité intrinsèque des molécules, toxicité aussi bien pour les humains que pour l'environnement, et le devenir environnemental de ces substances, que ce soit leur persistance, que ce soit leur mobilité ou leur bioaccumulation, comme on en a parlé ce matin. Ces indicateurs de danger sont donc une mesure intrinsèque des propriétés des substances actives et de leur métabolite. Enfin, on a ce qu'on appelle les indicateurs de risque. Un indicateur de risque, c'est une représentation de l'exposition à ce danger intrinsèque. Donc, par exemple, boire de l'eau polluée au PFAS, c'est s'exposer par la consommation de cette eau au danger intrinsèque des pesticides. Pour pouvoir calculer un indicateur de risque, il faut donc un indicateur de danger et un indicateur d'exposition. Dans les modèles les plus simples, on approxime en général l'exposition par l'usage. Ici, dans le cadre de la taxation sur les pesticides, en fait, on a uniquement besoin d'un indicateur de danger, puisqu'on veut taxer les pesticides qui soient les plus toxiques ou les plus persistants. On n'a pas nécessairement besoin d'un indicateur de risque. On peut par ailleurs taxer également sur l'usage, et la combinaison de cette taxation sur l'usage et sur le danger peut être utilisée comme approximation d'une taxation sur le risque. On en vient donc au calcul de cet indicateur de charge en pesticides, ou pesticide load en anglais,
qui se base, donc, c'est un indicateur de danger, donc sur les propriétés intrinsèques des substances actives et de leurs métabolites, en termes de toxicité humaine, d'écotoxicité pour différents organismes non cibles de l'environnement, et en termes de devenir environnemental, donc de persistance dans l'environnement, de mobilité, de transfert vers les nappes phréatiques et de bioaccumulation. Chacun de ces paramètres de danger est pondéré pour pouvoir calculer au final un indicateur de charge agrégé, qui revient à la mesure du danger par gramme de substance active. Si on utilise par ailleurs les données de formulation des produits tels qu'ils sont vendus sur le marché, avec plusieurs substances actives potentiellement dans les produits, on peut du coup calculer cet indicateur de charge par litre de produit, donc avoir une mesure du danger par litre de produit. À partir de ce moment-là, il faut simplement, par décision politique, décider quel est le montant d'une taxe qu'on veut appliquer par unité de danger, et du coup définir une taxe sur les produits, qui serait donc un montant qu'on ajoute par litre de produit au moment de la vente. Par ailleurs, sur base de cet indicateur de charge en pesticides, si on calcule les doses maximales autorisées par produit, qu'on multiplie ce danger par cette dose, on arrive en quelque sorte à une mesure du risque standard qu'aurait l'application d'une dose maximale sur un hectare. Un peu comme on a le Nutri-Score pour les aliments, on pourrait définir un Pestiscore qui donnerait l'ampleur de toxicité ou de persistance d'un produit et qu'on pourrait par exemple appliquer sur les étiquettes des produits. Pour avoir par exemple un agriculteur qui cherche un herbicide pour des chardons dans sa prairie, il pourrait avoir 3 herbicides différents, il pourrait choisir en termes de ce Pestiscore, au plus il est mauvais, au plus il sera toxique ou persistant, et au plus il sera cher, puisqu'il sera d'autant plus taxé. Donc on voit qu'avec un seul indicateur, on peut déjà avoir aussi bien un outil d'aide à la décision pour les agriculteurs et pour les conseillers, qu'un outil financier de aussi bien un outil financier pour réduire l'utilisation simplement en augmentant le prix des pesticides, qu'en contrepartie, pour la région wallonne, un outil pour collecter des fonds qui peuvent servir à financer d'autres parties de plans de réduction des pesticides. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, dernier point que je voulais dire ici, ce qui est important, c'est de voir que ici, donc je vous parle déjà de 2 instruments différents, un qui est effectivement l'outil financier de réduction des pesticides, l'autre qui est plutôt un outil d'aide à la décision. Je vous pose 2 outils qui utilisent le même indicateur, et pour moi, c'est vraiment important ici d'insister sur le point que c'est important d'avoir une politique publique qui ait une lisibilité pour les utilisateurs et pour les citoyens. Lisibilité qui passe par le fait d'avoir des indicateurs qui soient compréhensibles et qui, du coup, d'autant plus compréhensibles si c'est les mêmes indicateurs qui sont utilisés à plusieurs échelles. Si on se retrouvait avec un indicateur qui sert à définir un outil d'aide à la décision qui, au final, recommande d'utiliser un pesticide qui, par ailleurs, sera taxé plus fort qu'un autre parce que ce n'est pas le même indicateur qui est utilisé pour calculer la taxe, ça n'aura aucun sens et les agriculteurs n'utiliseront jamais l'outil d'aide à la décision. Donc c'est important, avant de vouloir choisir quels sont les indicateurs qu'on met en place dans un plan de réduction de pesticides, d'avoir une vision de stratégie politique, de savoir quels sont les outils, les instruments politiques qu'on veut mettre en place avant de choisir et de développer des indicateurs. Alors, cela étant dit, donc cet indicateur, il a été défini entre 2006 et 2010 au Danemark, où il est d'ailleurs toujours d'application. Mais il a été utilisé aussi dans d'autres pays dans le cadre d'études à différentes échelles. Et il est également en cours d'adoption au Royaume-Uni dans le cadre de leur plan national d'action de réduction des pesticides. Alors au Royaume-Uni, ils ne l'utilisent pas pour la taxation, mais ils l'utilisent pour d'autres diagnostics territoriaux d'impact des pesticides, et notamment pour la révision des autorisations, pour pouvoir aller plus vite que ce qui était fait traditionnellement au sein de l'Europe. Ils profitent qu'ils ne font plus partie de l'Europe pour pouvoir également changer la législation de ce côté-là. Donc, au Danemark, cette taxation a été votée et écrite dans la loi en 2010. Elle est entrée en vigueur en 2013. Et elle a permis, en moins de 10 ans, de réduire de 40%
la charge nationale en pesticides, donc l'impact en termes de toxicité et de persistance dans l'environnement des pesticides de manière générale. On voit que ça évolue encore un petit peu après 2018, parce que, comme on l'a mentionné ce matin aussi, suivant les aléas climatiques et météorologiques, certaines années, notamment en pommes de terre pour le mildiou, il y a des utilisations qui sont plus élevées, mais de manière générale, le taux s'est stabilisé 40% en dessous du niveau initial de 2010. La taxation qui a été mise en place est relativement élevée. Ils se sont rendus compte que pour pouvoir réellement changer les pratiques agricoles, il fallait que cette taxe soit forte. Donc, ils ont introduit un montant de 14,30 € par unité de danger, auquel ils ajoutent une taxation sur l'usage de 6,70 € par litre de produit. Ça revient pour les produits les plus toxiques et les plus persistants à un doublement, voire un triplement du prix d'achat du produit. Ils se sont rendus compte avec les taxes précédentes qu'ils avaient introduites au niveau national que des taxes qui étaient seulement de quelques pourcents sur le prix d'achat n'étaient pas suffisantes pour changer les pratiques agricoles. Et donc, il fallait une taxe qui soit vraiment forte pour que ça arrive à un résultat positif en termes de réduction de cet impact toxique, en termes de toxicité et de persistance dans l'environnement. Ça leur a permis, en 2013, de récolter 87 millions d'euros, donc soit une moyenne de 36,25 € par hectare de terre arable. Si on ramène ça à la superficie arable en Wallonie, on peut attendre un montant de 15,6 millions d'euros par an de recettes pour la région wallonne pour financer d'autres parties du plan de réduction des pesticides. C'est en soi une application du principe de pollueur-payeur, qui dit que puisque les pesticides se retrouvent dans l'environnement et qu'ils ont un impact pour l'ensemble de la population in fine, eh bien c'est aux utilisateurs de payer ce prix. Si on va un pas plus loin dans l'idée de ce principe de pollueur-payeur, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il faut payer pour avoir une certification bio. Donc on pourrait imaginer que ces montants récoltés soient utilisés pour rendre la certification gratuite, à minima pour l'ensemble des producteurs et productrices agricoles, idéalement pour l'ensemble des opérateurs de transformation et de distribution bio aussi, pour s'assurer qu'on ait des filières et des canaux de distribution des produits bio. Si on regarde cet indicateur, un peu comment est-ce qu'il se répartit en Wallonie, ici j'ai juste calculé pour l'année 2020, idéalement il faudrait regarder ça de manière avec des moyennes un peu plus larges sur l'ensemble du territoire. On voit que ça se répartit pas du tout de manière uniforme, ça ressemble assez bien aux cartographies que nous montrait Nicolas Triolet tout à l'heure sur où est-ce qu'on a des problèmes de toxicité ou de pollution des nappes phréatiques. Si on regarde en termes de culture, c'est les mêmes cultures qu'on a déjà annoncées ce matin, pommes de terre, froment, maïs et betteraves qui sont les plus impactantes. Pommes de terre et betteraves en termes de doses utilisées qui du coup sont les plus élevées. Froment et maïs en termes de superficie les plus importantes. On voit aussi que cette moyenne de 36,25 € de taxes par hectare, elle n'est pas répartie du tout de manière uniforme sur l'ensemble du territoire. S'il y avait des endroits spécifiques où il faudrait, par exemple, promouvoir du conseil indépendant pour justement réduire l'utilisation des pesticides, c'est clairement en région limoneuse et en Condro qu'il faudrait concentrer les efforts. Ça montre aussi une autre utilisation de cet indicateur de charge en pesticides, pas uniquement pour définir un montant d'une taxation, mais ça peut aussi servir pour définir, par exemple, quelles sont les substances actives qui sont les plus impactantes ou quelles sont les cultures qui sont les plus impactantes. Et donc, de nouveau, ça peut servir comme un autre instrument dans le cadre de plans de réduction des pesticides. Pour rebondir aussi avec ce qui a été dit juste avant, on peut se poser la question, si on voit que c'est effectivement les pommes de terre qui impactent le plus en termes de toxicité des pesticides qui sont utilisés, est-ce qu'on a réellement besoin de cultiver des pommes de terre en Wallonie pour exporter cette pomme de terre sur 8 ? Voilà, est-ce qu'on veut cette pollution locale chez nous pour au final exporter des frites surgelées à l'extérieur ? On peut se poser la question aussi, on produit du bioéthanol, est-ce qu'on veut nécessairement utiliser des pesticides pour produire de l'énergie ?
est-ce qu'il y a réellement besoin d'autant de pesticides que si c'était pour de l'alimentation humaine, où il y a peut-être des questions, des raisons plus fondées de, effectivement, on veut éviter certaines maladies dans les denrées qui ont vocation à être alimentaires, mais la question se pose pour le reste. Ceci clôture la partie sur la charge en pesticides. Je vais profiter d'avoir encore quelques minutes pour parler d'un autre outil financier pour s'affranchir des pesticides, en faisant la réflexion que dans la plupart des présentations, et la mienne juste à présent comprise, on parle de pratiques agricoles ou d'outils destinés à modifier les pratiques agricoles. Et il est vrai qu'à terme, ce sont les agriculteurs et les agricultrices qui utilisent des pesticides, mais qui souvent le font parce qu'ils considèrent que c'est la seule façon viable, économiquement viable pour eux de le faire. Et on voit d'ailleurs, depuis la fin des confinements dus au Covid, que le nombre de fermes, aussi bien en élevage qu'en grande culture qu'en maraîchage, qui ont la certification bio, abandonnent le bio et retournent vers le conventionnel, parce que c'est soit ça, soit mettre la clé sous le paillasson, simplement parce qu'il n'y a pas de débouché suffisant pour les cultures et les produits en agriculture biologique. Pour moi, une politique de réduction des pesticides qui, justement, ne se focalise que sur les agriculteurs et sur l'utilisation des pesticides, mais c'est une politique qui va continuer à accroître la crise du monde agricole telle qu'elle est actuellement et qui, au final, n'aidera pas à réduire les pesticides. Ce qu'il faut, c'est faire ce qu'on a fait aujourd'hui toute la journée, discuter des impacts entre agriculture, santé humaine et environnement. Et il y a justement un projet qui fait exactement ça et qui peut servir d'outil financier pour la réduction des pesticides, qu'ils soient PFAS ou autres. C'est la sécurité sociale de l'alimentation. Sécurité sociale de l'alimentation, c'est quoi? C'est un projet de 8e branche de la sécurité sociale en Belgique. C'est basé sur 2 objectifs. En fait, augmenter le budget alimentaire des ménages et dégager des financements pour la transition des systèmes alimentaires. Ça repose sur 3 piliers. Le premier, c'est une cotisation proportionnelle aux revenus, une sorte de mutuelle alimentaire. Le deuxième, c'est une redistribution de cette cotisation de manière universelle, de 150 € par personne et par mois, avec un conventionnement de cette redistribution. Ces 150 € par mois ne peuvent être utilisés que pour des produits durables, agroécologiques, à prix juste et locaux en circuit court. La sécurité sociale de l'alimentation, du coup, c'est d'une pierre 3 coups. C'est assurer qu'on donne une réelle opportunité à tous et à tous de manger sainement, et donc un bénéfice direct pour la santé humaine et pour la réduction des dépenses publiques en soins de santé et en aide alimentaire. C'est assurer des débouchés pour les produits bio. En stimulant la demande, ça va aussi s'assurer que les filières vont pouvoir se mettre en place et se développer correctement parce que la demande sera là aussi de l'autre côté. C'est du coup un bénéfice direct pour le monde paysan qui est actuellement en crise. Et c'est réduire d'autant l'utilisation des pesticides. Comme on le disait tout à l'heure, le meilleur pesticide, c'est celui qui n'est pas appliqué. Si on stimule la demande pour les produits bio, on va pouvoir réduire d'autant l'utilisation des pesticides et donc un impact positif direct pour l'environnement, également en termes de dépenses publiques, si on pense notamment au traitement de l'eau. Le CREASA, donc le collectif de réflexion et d'action pour une sécurité sociale de l'alimentation en Belgique, a mené plusieurs études là-dessus, donc notamment une étude de finançabilité de cette 8e branche de la sécurité sociale en Belgique et une étude juridique de la faisabilité institutionnelle de la SSA en Belgique dans le cadre du droit européen. Ce sont des études qui ont des résultats positifs et encourageants. Et il y a, suite à ça, plusieurs démarches locales, initiatives locales qui se mettent en place. Il y en a plusieurs à Bruxelles, mais il y en a également à Liège, à Namur, plusieurs en province de Luxembourg, notamment à Martelange, Marchand-Famenne et à Arlon. Donc je ne peux qu'encourager les différents élus et élues dans la salle à soutenir ce genre de démarche à toutes les échelles en Wallonie.
Ça clôture mon intervention pour aujourd'hui.